Quand Marie découvrit la lynx rousse tremblante dans la vieille grange, ses yeux dorés la fixaient avec une intelligence qui défiait toute explication naturelle. Les 3 minuscules chatons blottis contre son ventre émettaient des gémissements si faibles que la vétérinaire comprit immédiatement que quelque chose d'effroyable avait été fait à ces créatures qui n'auraient jamais dû exister. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde vous nous regardez. Allons-y. Dans l'obscurité silencieuse d'une vieille grange abandonnée, Marie Dubois aperçut un éclat doré qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. La lumière de sa torche vacilla, révélant une paire d'yeux perçants qui la fixaient avec un mélange de peur et de férocité. Ce regard ne pouvait appartenir qu'à un prédateur, et pas n'importe lequel. C'était celui d'un lynx roux, une créature rarement aperçue dans cette région de la campagne française. Marie, vétérinaire de profession et passionnée de faune sauvage depuis son enfance, retint son souffle. Elle savait que chaque mouvement comptait. Le moindre geste brusque pourrait provoquer une réaction défensive de l'animal. À 38 ans, avec plus de 15 années d'expérience dans le sauvetage d'animaux sauvages, elle avait appris à respecter la frontière délicate entre l'aide et l'intrusion. Ce qui l'avait amenée dans cette grange en ce froid matin d'avril n'était pas le hasard. Alerté par Antoine, un fermier local qui avait remarqué des traces inhabituelles et entendu des cris étranges provenant de sa propriété abandonnée, Marie avait accepté de venir jeter un coup d'œil. Probablement un renard cherchant refuge, avait-elle pensé. Jamais elle n'aurait imaginé tomber nez à nez avec un lynx roux, surtout pas si loin de leur habitat naturel. « Antoine, reste en arrière », chuchota-t-elle au fermier qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « C'est un lynx roux et elle est, mon Dieu !» La lumière de sa torche révéla alors ce que l'animal protégeait si farouchement. Lové contre son ventre distendu, 3 minuscules chatons, les yeux encore fermés, se blottissaient contre leur mère. Leur pelage tacheté, si semblable à celui de leur génitrice, brillait sous la lumière de la torche. « Elle a mis bas ici », murmura Marie, stupéfaite. « Elle a choisi ta grange comme nurserie. » Antoine, homme robuste de 60 ans aux mains calleuses et au visage buriné par des décennies de travail en extérieur, écarquilla les yeux. « Un lynx, ici, à plus de 100 km de la forêt la plus proche ?» Marie acquiesça, son esprit analysant déjà la situation. Un lynx roux femelle, visiblement épuisé, avec des nouveau-nés, dans une région où elle n'aurait jamais dû se trouver. Quelque chose ne collait pas. Les lynx roux étaient des créatures territoriales qui ne s'aventuraient que rarement aussi loin de leur habitat naturel, surtout pas une femelle sur le point de mettre bas. Mais ce qui inquiéta davantage Marie, c'était l'état de la mer. Même dans la semi-obscurité, elle pouvait distinguer les côtes saillantes sous le pelage autrefois luxuriant. L'animal était manifestement mal nourri, peut-être même déshydraté. Et si elle observait attentivement, elle pouvait voir une légère irrégularité dans la respiration du félin. « Elle est malade », constata Marie. « Et ces petits, ils sont trop calmes. » En effet, les chatons, bien que blottis contre leur mère, ne présentaient pas l'agitation normale des nouveau-nés en bonne santé. Leur respiration semblait laborieuse, leur petit corps trop immobile. Antoine fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle les autorités ?» Marie secoua la tête, son regard ne quittant pas la scène devant elle. Les autorités signifieraient des heures, voire des jours de paperasse pendant lesquels cette famille de félins pourrait ne pas survivre. « Non, » décida-t-elle, « je vais m'en occuper moi-même. Cette femelle a besoin de soins immédiats et ses petits aussi. »« Tu es sûr ?» Antoine semblait inquiet. « C'est un animal sauvage, Marie, pas un chat errant que tu peux simplement ramasser. » Marie sourit légèrement, appréciant la préoccupation de son amie. « J'ai travaillé avec des lynx avant, pendant mon stage au centre de réhabilitation en Espagne. Je sais comment procéder. Mais j'aurai besoin de ton aide.
Le plan qui se formait dans son esprit était risqué. Approcher une mère avec ses petits était toujours dangereux, mais laisser cette famille sans aide n'était pas une option. La mère lynx, dans son état affaibli, représentait moins de danger qu'une femelle en pleine santé. Mais Marie ne voulait prendre aucun risque. « Je vais avoir besoin d'une cage de transport, de couverture et de mon kit de tranquillisant dans ma voiture », énuméra-t-elle, son regard professionnel évaluant toujours la situation. « Et prépare aussi ta grande remise. Nous aurons besoin d'un espace sécurisé pour les garder temporairement. » Antoine hocha la tête et sortit silencieusement, laissant Marie seule avec la petite famille. Dès que le fermier fut parti, elle s'accroupit lentement, diminuant sa silhouette pour paraître moins menaçante. La femelle lynx observait chacun de ses mouvements, ses oreilles touffues, pivotant nerveusement. « Je sais que tu as peur, » murmura Marie doucement. « Je sais que tu protèges tes petits. Mais quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Tu le sens aussi. » Comme si elle comprenait les paroles de l'humaine, la lynx émit un son faible, presque un gémissement qui brisa le cœur de Marie. Ce n'était pas le comportement normal d'un prédateur sauvage. Cet animal demandait de l'aide. Antoine revint quelques minutes plus tard, portant précautionneusement le matériel demandé. Marie prépara une seringue avec une dose soigneusement calculée de tranquillisant, suffisamment pour calmer la mère sans mettre en danger ses petits qui se nourrissaient encore. « Tiens la cage prête », instructa-t-elle. « Dès qu'elle sera assez calme, nous devrons agir rapidement. » Avec des mouvements lents mais assurés, Marie s'approcha de la famille féline, seringue hypodermique à la main. La mère lynx gronda faiblement, mais ne fit aucun mouvement pour attaquer ou fuir, confirmant les soupçons de Marie sur son état de santé critique. L'injection fut administrée avec une précision professionnelle et en quelques minutes, les yeux de l'animal sauvage commencèrent à s'alourdir. Marie attendit que la respiration de la lynx devienne régulière avant de faire signe à Antoine d'approcher avec la cage. Avec d'infinies précautions, ils transférèrent d'abord la mère, puis, un par un, les 3 minuscules chatons. Ce fut seulement lorsqu'elle les manipula que Marie réalisa pleinement à quel point la situation était grave. Les petits étaient brûlants de fièvre, leur corps fragile luttant contre un ennemi invisible. « On les emmène directement à ma clinique », décida Marie, toute son attention maintenant focalisée sur la survie de cette famille improbable. Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire, située à la périphérie du petit village de Saint-Martin, se déroula dans un silence tendu. Antoine conduisait prudemment la camionnette, jetant occasionnellement des regards inquiets vers Marie, qui surveillait constamment ses patients inhabituels sur la banquette arrière. « Comment est-ce qu'un lynx roux a pu se retrouver ici ?» demanda finalement Antoine, brisant le silence. Le plus proche parc naturel est à des centaines de kilomètres. Marie secoua la tête perplexe. « Je ne sais pas. Elle pourrait s'être échappée d'une collection privée illégale. Certaines personnes gardent des félins exotiques comme animaux de compagnie, même si c'est interdit. » Cette hypothèse semblait la plus plausible, mais quelque chose dérangeait Marie. Cette femelle ne se comportait pas comme un animal ayant grandi en captivité. Il y avait une sauvagerie naturelle dans ses yeux, malgré sa faiblesse actuelle. La clinique était heureusement déserte en ce début de matinée quand ils arrivèrent. Sophie, l'assistante de Marie, écarquilla les yeux en voyant ce que transportait sa patronne. « Est-ce que c'est... » commença-t-elle, incrédule. « Un lynx roux et ses 3 petits, » confirma Marie. « Prépare la salle d'isolation et appelle Lucas. Dis-lui que nous avons une urgence de faune sauvage. » Lucas Moreau était un biologiste spécialisé dans les félins sauvages qui collaborait occasionnellement avec Marie sur des cas particuliers. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre cette situation inhabituelle, c'était bien lui. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Examen, prise de sang, traitement d'urgence pour la déshydratation et la malnutrition.
Marie travaillait méthodiquement, son inquiétude grandissant à chaque nouvelle découverte. La mère lynx présentait des signes d'infection systémique sévère, probablement contractés peu après la mise bas. Et les petits? Ils sont tous affectés, murmura-t-elle à Sophie qui l'assistait. Leur système immunitaire est compromis. C'est comme si... Comme si quoi? Demanda Sophie, préparant une autre perfusion. Marie hésita, son esprit scientifique refusant de sauter aux conclusions sans preuve solide. Comme s'il souffrait d'une déficience génétique. C'était une hypothèse troublante, qui soulèverait encore plus de questions sur l'origine de cette famille féline. Les déficiences génétiques de cette nature étaient souvent le résultat de consanguinité, un problème courant dans les populations captives mal gérées. Lucas arriva en début d'après-midi apportant avec lui son expertise et son équipement spécialisé. Grand homme aux cheveux grisonnants et aux lunettes perpétuellement perchées sur le bout de son nez, il examina les félins avec une attention minutieuse. « C'est extraordinaire », commenta-t-il après avoir prélevé des échantillons de tissu pour analyse génétique. Cette femelle présente des caractéristiques morphologiques légèrement atypiques pour un lynx roux européen standard. Regarde ces marques sur son visage et la coloration particulière de son pelage. Marie se pencha pour observer ce que Lucas lui montrait. En effet, maintenant qu'elle y prêtait attention, certains détails semblaient différents. « Qu'est-ce que tu suggères ?» demanda-t-elle, intriguée malgré l'urgence de la situation. Lucas ajusta ses lunettes, son expression oscillant entre excitation scientifique et préoccupation. « Je ne veux pas m'avancer sans analyse complète, mais je suspecte que nous pourrions avoir affaire à un hybride. » « Un hybride ?» Marie fronça les sourcils. « Entre un lynx roux et quoi ? Un hybride de lynx roux et de lynx boréal, peut-être. » précisa Lucas, ses doigts parcourant délicatement le pelage de la mère féline endormie. « C'est rare, mais pas impossible. Les deux espèces peuvent s'accoupler dans certaines circonstances, bien que leur territoire se chevauche rarement naturellement. » Marie digéra cette information, son esprit professionnel évaluant rapidement les implications. Cela expliquerait les anomalies physiques, mais pas comment elle s'est retrouvée ici, ni ce qui affecte les petits. Les hybrides peuvent souffrir de divers problèmes génétiques, expliqua Lucas, en examinant attentivement l'un des chatons. Immunité compromise, malformation organique, stérilité. La nature a ses raisons pour maintenir les barrières entre espèces. Sophie, qui préparait une nouvelle perfusion d'antibiotiques, intervint. « Vous pensez que quelqu'un essaie de créer délibérément des hybrides pour le marché noir des animaux exotiques ?» Cette suggestion jeta un froid dans la pièce. L'idée que quelqu'un puisse manipuler la reproduction de ces magnifiques créatures sauvages pour le profit était révoltante, mais malheureusement plausible. Le trafic d'animaux exotiques représentait un marché lucratif, alimenté par des collectionneurs fortunés prêts à payer des sommes astronomiques pour des spécimens uniques. « C'est possible ?» admit Lucas avec une grimace de dégoût. « J'ai entendu parler d'opérations clandestines dans l'est de l'Europe, des fermes où des félins sont élevés dans des conditions déplorables pour satisfaire ce genre de demande. » Marie secoua la tête, révoltée. Si c'est le cas, cette femelle s'est probablement échappée. Elle a dû parcourir une distance considérable, cherchant un endroit sûr pour mettre bas. Ce qui expliquerait son état d'épuisement, conclut Sophie. Marie se tourna vers la mère lynx, observant sa respiration laborieuse malgré les traitements administrés. Une vague de détermination l'envahit. Quel que soit le parcours de cet animal jusqu'à sa grange, elle ferait tout pour lui offrir une chance de survie, à elle et à ses petits. Concentrons-nous sur leur santé pour l'instant, décida-t-elle. Lucas, peux-tu accélérer les analyses génétiques? Plus vite nous comprendrons exactement à quoi nous avons affaire, mieux nous pourrons les traiter. Lucas acquiesça. J'ai un contact au laboratoire régional qui pourrait traiter les échantillons en priorité.
Je les apporterai personnellement cet après-midi. Les heures suivantes furent consacrées à stabiliser l'état de la petite famille. Marie installa un espace isolé dans l'arrière de sa clinique, transformant une grande cage en habitat temporaire avec chauffage contrôlé, substrat doux et coin d'intimité. La mère lynx, encore sous sédation légère, fut installée confortablement avec ses petits blottis contre elle. Comment allons-nous les nourrir si la mère est trop faible ? S'inquiéta Sophie, observant les chatons qui tétaient faiblement. J'ai une formule de lait spéciale pour félins sauvages dans mes réserves, répondit Marie. Nous complémenterons si nécessaire, mais il est préférable qu'ils continuent à téter leur mère aussi longtemps que possible. Le lait maternel contient des anticorps essentiels. Antoine, qui était resté en retrait pendant les procédures médicales, s'approcha timidement. Je devrais peut-être rentrer et vérifier la grange plus en détail. Il pourrait y avoir des indices sur la façon dont elle est arrivée là. Marie approuva cette initiative. Bonne idée. Cherche des traces, des objets inhabituels, n'importe quoi qui pourrait nous éclairer. Une fois Antoine parti, Marie s'autorisa enfin une pause, s'effondrant sur une chaise dans son petit bureau. La fatigue et la tension accumulées depuis la découverte matinale commençaient à peser sur ses épaules. Elle prit une gorgée de café froid oublié sur son bureau et ferma brièvement les yeux. Le bruit d'une notification sur son téléphone la tira de sa rêverie. C'était un message de Pierre Legrand, le garde forestier régional et ami de longue date. « J'ai entendu des rumeurs sur ton nouveau patient. Vrai que tu as recueilli un lynx? Besoin d'aide ?» Marie sourit faiblement. Les nouvelles circulaient vite dans leur petite communauté rurale. Elle répondit rapidement, expliquant brièvement la situation et demandant si Pierre avait eu vent de signalements inhabituels concernant des félins sauvages dans la région. La réponse ne tarda pas. Rien d'officiel, mais un chasseur a mentionné des traces étranges près de la frontière belge il y a 2 semaines. Je passe te voir en fin de journée. Cette information renforçait l'hypothèse d'une longue migration de la lynx. De la frontière belge jusqu'à Saint-Martin, c'était un trajet considérable pour un félin, surtout une femelle enceinte. Sophie interrompit ses réflexions, entrant précipitamment dans le bureau. « Marie, la mère se réveille et semble agitée. » En effet, quand elles retournèrent dans la salle d'isolation, la lynx femelle était redressée, ses yeux dorés grands ouverts, fixant les humaines avec une intensité troublante. Malgré sa faiblesse évidente, elle émettait un grondement bas, protecteur, son corps formant une barrière entre ses petits et les perçut comme menace. « Doucement », murmura Marie, s'approchant avec une lenteur délibérée. « Nous ne sommes pas une menace, nous essayons d'aider. » À sa grande surprise, la lynx cessa de gronder, bien que son regard restât méfiant. Ce n'était pas un comportement typique d'un félin sauvage. Les lynx, même affaiblis, maintenaient généralement une posture défensive agressive face aux humains. « Elle est différente », observa Sophie, presque comme si elle comprenait. Les animaux captifs ou semi-captifs développent parfois une tolérance envers les humains, expliqua Marie, quoique elle-même étonnée par le comportement de l'animal. Si elle a été élevée par des humains pendant une partie de sa vie. Marie s'approcha encore, s'accroupissant à une distance respectueuse de la cage. La lynx la suivit du regard mais ne montra aucun signe d'agression accrue. Lentement, délibérément, Marie tendit sa main vers les barreaux, s'arrêtant à quelques centimètres. « Marie !» s'alarma Sophie. « C'est risqué. »« Je dois établir un lien de confiance, » répondit Marie sans quitter des yeux la lynx. « Si elle doit rester ici pendant sa convalescence, nous avons besoin de sa coopération. » La tension dans la pièce était palpable, alors que la lynx fixait la main tendue de Marie. Puis, à l'étonnement des 2 femmes, l'animal baissa légèrement la tête et renifla l'air dans la direction de Marie. « Incroyable !» souffla Sophie. «
Ce moment de connexion fut interrompu par l'entrée de Lucas, revenu avec un équipement d'échographie portable. J'ai pensé qu'un examen plus approfondi des chatons pourrait nous aider à comprendre leurs problèmes avant même les résultats génétiques. Marie se redressa lentement, ne voulant pas effrayer la lynx par un mouvement brusque. Bonne idée, mais elle est réveillée et alerte maintenant. Nous allons devoir procéder avec une extrême prudence. Après une brève discussion, ils décidèrent d'administrer un léger sédatif à la mère, suffisamment pour la calmer sans l'endormir complètement, et d'examiner les chatons un par un en les gardant à proximité pour minimiser le stress. Le processus fut délicat mais réussi. La lynx, bien que visiblement anxieuse, toléra la manipulation prudente de ses petits. Lucas utilisa l'échographe avec une précision experte, examinant les organes internes de chaque chaton. Ce qu'il découvrit confirma leurs craintes. Anomalie cardiaque sur 2 d'entre eux, annonça-t-il gravement. Et le 3e présente des malformations rénales. Je crains que leur pronostic ne soit réservé. Marie accusa le coup, même si elle s'y attendait. Dans son métier, elle avait appris à naviguer entre espoir et réalisme, mais cela ne rendait pas ces moments plus faciles. « Quelle est leur espérance de vie ?» demanda-t-elle, sa voix professionnelle masquant son émotion. Lucas secoua la tête. Difficile à dire avec certitude. Des jours, peut-être des semaines pour les 2 atteints de problèmes cardiaques. Le 3e pourrait survivre plus longtemps, mais sa qualité de vie serait compromise. Un silence lourd s'installa dans la pièce, seulement rompu par les faibles miaulements des chatons qui cherchaient le réconfort de leur mère après l'examen. « Et la mère ?» demanda finalement Sophie. « Son infection est sévère, mais traitable, » répondit Marie. « Avec des soins appropriés, elle pourrait récupérer complètement sur le plan physique. Émotionnellement, cependant, » elle laissa sa phrase en suspens. Tous comprenaient l'implication. Les félins sauvages formaient des liens maternels puissants. La perte de ces petits affecterait profondément la mère lynx. Le téléphone de Marie vibra à nouveau. Un message d'Antoine. « Trouvez quelque chose d'étrange dans la grange. Une sorte de collier électronique caché sous la paille. Tu devrais voir ça. » Marie fronça les sourcils, montrant le message à Lucas. « Un collier de suivi ?»« Possible, » acquiesça le biologiste. Les programmes de conservation utilisent ce genre d'équipement pour suivre les déplacements des animaux réintroduits dans la nature. Ou quelqu'un suivait délibérément ces mouvements pour d'autres raisons, suggéra Sophie, exprimant tout haut ce que tous pensaient. Marie prit une décision rapide. « Sophie, peux-tu rester avec nos patients ? Lucas et moi allons retourner à la grange voir cette découverte. » Le trajet du retour fut tendu, chacun perdu dans ses propres réflexions sur les implications de ces découvertes. Si la lynx portait effectivement un dispositif de suivi, cela signifiait que quelqu'un savait où elle se trouvait, ou du moins où elle s'était trouvée avant de s'en débarrasser. Antoine les attendait devant la grange, tenant un petit objet métallique dans sa main gantée. Je l'ai trouvé enfoui sous la paille, près de l'endroit où elle avait fait son nid. Lucas examina l'objet avec attention. C'était indéniablement un collier de suivi électronique, mais d'un modèle qu'il ne reconnaissait pas. Aucun marquage officiel, aucun numéro d'identification visible. « Ce n'est pas un équipement standard de conservation », conclut-il. « La conception est sophistiquée, mais délibérément anonyme. » Marie sentit un frisson d'inquiétude la parcourir. Quelqu'un suivait cette lynx, et ce quelqu'un pourrait venir la chercher. La découverte du collier de suivi changea la dynamique de la situation. Ce qui avait commencé comme un simple sauvetage d'animaux sauvages prenait désormais les contours d'une affaire potentiellement criminelle. Marie, Lucas et Antoine échangèrent des regards lourds de sens. « Je devrais peut-être contacter la gendarmerie », suggéra Antoine, pesant le petit appareil dans sa paume. Marie hésita. « Pas encore. Sans preuve concrète d'activité illégale, ils ne feront probablement pas grand-chose.
Et si des gens mal intentionnés recherchent effectivement cette lynx, alerter les autorités pourrait faire plus de mal que de bien à ce stade. Lucas acquiesça. Marie a raison. Le trafic d'animaux exotiques implique souvent des réseaux bien organisés avec des informateurs partout. Nous devons procéder avec prudence. Pierre arrive ce soir, rappela Marie. En tant que garde forestier, il a accès à des ressources et des informations que nous n'avons pas. Attendons son avis. Ils décidèrent de ne pas laisser le collier dans la grange où quiconque le cherchant pourrait le trouver. Lucas le plaça dans un sac antistatique pour préserver d'éventuelles traces et le confia à Marie. De retour à la clinique, ils trouvèrent Sophie en train de nourrir délicatement le plus faible des chatons à l'aide d'une minuscule seringue sans aiguille contenant du lait maternisé spécial. « Comment vont-ils » demanda immédiatement Marie, son inquiétude professionnelle reprenant le dessus sur les préoccupations concernant le collier. La mère a réussi à nourrir les deux plus forts, mais celui-ci, Sophie indiqua le minuscule chaton dans ses mains, refuse de téter. Sa température est aussi légèrement plus basse que celle des autres. Marie examina le petit félin avec des gestes experts. Ses paupières encore fermées, comme celles de tous les chatons nouveau-nés, et son corps fragile à peine plus grand qu'une main humaine, contrastait douloureusement avec la gravité de ses problèmes de santé. Continuer l'alimentation assistée toutes les 2 heures, prescrit-elle, et maintenir la surveillance constante de leur température. Lucas, qui observait la scène, secoua la tête avec un mélange de tristesse et de colère professionnelle. C'est exactement pourquoi l'hybridation forcée est si cruelle. Ces petits paient le prix des manipulations humaines. Marie hocha la tête sombrement. La pensée que quelqu'un avait délibérément créé ces créatures, sachant les souffrances qu'elles endureraient, probablement, lui retournait l'estomac. En tant que vétérinaire, elle avait juré de soulager la souffrance animale, mais certaines blessures, surtout celles infligées au niveau génétique, dépassaient ses capacités de guérison. « Nous devrions leur donner des noms », proposa soudainement Sophie, brisant le silence morose qui s'était installé. Pas juste les chatons ou le plus faible. Ils méritent d'être reconnus comme des individus, peu importe le temps qu'il leur reste. Cette suggestion, bien qu'émotionnellement risquée, résonna en Marie. Nommer ces créatures les humaniserait davantage, rendrait leur perte potentielle plus douloureuse, mais Sophie avait raison, ils méritaient cette dignité. D'accord, acquiesça-t-elle. Des suggestions? Ils s'accordèrent finalement sur Luna pour la mère, en référence à son arrivée nocturne dans la grange d'Antoine. Les 3 chatons furent nommés Étoile, pour la femelle qui portait une marque blanche en forme d'étoile sur le front, Caillou pour le mâle au pelage particulièrement tacheté, et Souffle pour le plus petit et plus fragile. Je pense que Souffle a besoin d'une surveillance continue cette nuit, décida Marie, observant le minuscule félin qui respirait laborieusement malgré les soins prodigués. Je vais rester ici. Je peux prendre un tour de garde, offrit Lucas. J'ai de la paperasse à terminer de toute façon pour les analyses génétiques. Sophie, qui travaillait déjà depuis l'aube, fut envoyée se reposer avec la promesse de revenir tôt le lendemain matin. Antoine, après avoir hésité un moment, rentra également chez lui, promettant de garder un œil vigilant sur sa propriété au cas où des visiteurs indésirables viendraient chercher la lynx manquante. Vers 20 heures, alors que Marie préparait une nouvelle dose d'antibiotiques pour Luna, Pierre Legrand arriva à la clinique. Grand et élancé, avec un visage buriné par des années passées en extérieur, le garde forestier dégageait une aura de calme compétence qui contrastait avec la tension ambiante. « J'ai entendu que tu t'étais lancé dans le sauvetage de félins rares, » plaisanta-t-il, après avoir serré Marie dans ses bras en guise de salutation. Amis depuis leur adolescence, ils partageaient une passion commune pour la conservation de la faune sauvage qui avait guidé leurs choix de carrière respectifs.
Marie sourit faiblement. Ce n'était pas exactement prévu. Viens voir. Elle le conduisit dans la salle d'isolation où Lucas surveillait la petite famille féline. Pierre laissa échapper un sifflement bas en voyant Luna et ses petits. « Tu avais raison dans ton message », murmura-t-il, s'accroupissant pour mieux observer les animaux à travers la vitre de la cage spéciale. Ça ressemble à un hybride, mais pas seulement lynx roux et boréal. Il y a quelque chose d'autre. Lucas leva un sourcil intéressé. Quelque chose d'autre? Pierre hocha la tête, son regard expert analysant les caractéristiques de Luna, ses marques faciales, la forme des oreilles. Je parierais qu'il y a du caracal dans son ascendance. Un caracal? Marie fronça les sourcils. Ce n'est même pas une espèce européenne. Exactement, confirma Pierre gravement, ce qui renforce l'hypothèse d'une reproduction délibérément orchestrée. Les caracals sont particulièrement prisés sur le marché noir des animaux exotiques pour leurs oreilles distinctives et leur apparence imposante. Cette nouvelle information rendait l'histoire de Luna encore plus troublante. Un mélange de 3 espèces de félins aurait nécessité plusieurs générations d'hybridation contrôlée. Ce n'était pas le fruit du hasard ou d'une rencontre fortuite dans la nature. « Nous avons trouvé ceci », dit Marie, sortant le collier de suivi de son sac, caché dans la paille où Luna avait fait son nid. Pierre examina l'appareil avec une grimace de reconnaissance. « J'ai déjà vu ce type d'équipement, pas dans des programmes officiels de conservation, mais lors d'une saisie, il y a 2 ans près de la frontière allemande. Un réseau de trafiquants utilisait ces dispositifs pour suivre leurs investissements les plus précieux. » Un frisson parcourut l'échine de Marie. « Tu penses que Luna s'est échappée d'une telle opération? C'est probable, » acquiesça Pierre. « Et si c'est le cas, ses propriétaires illégaux la recherchent activement. Un spécimen comme elle vaut une petite fortune sur le marché noir. » Lucas, qui avait écouté attentivement, intervint. « Pourrions-nous utiliser ce collier pour remonter jusqu'à eux, démanteler leur réseau ?» Pierre secoua la tête. « Trop risqué sans soutien officiel, et pour obtenir ce soutien, nous avons besoin de preuves plus substantielles qu'un collier anonyme. Ces réseaux sont souvent protégés par des personnes influentes, collectionneurs fortunés ou même fonctionnaires corrompus. » La conversation fut interrompue par un faible miaulement. Souffle, le plus petit des chatons, semblait en détresse, son corps minuscule secoué de tremblements. Marie réagit instantanément, ouvrant la cage avec des gestes précautionneux pour ne pas alarmer Luna. À sa grande surprise, la mère lynx ne montra aucun signe d'agressivité lorsqu'elle s'approcha de son petit. Au contraire, Luna sembla presque soulagée, comme si elle reconnaissait que Marie essayait d'aider. « C'est remarquable », murmura Pierre, observant l'interaction. « Elle devrait être beaucoup plus défensive. Sa tolérance envers toi suggère qu'elle a été habituée à la présence humaine dès son plus jeune âge. » Marie prit délicatement souffle, l'enveloppant dans une serviette chauffée. Le chaton respirait de façon erratique, ses minuscules membres agités de spasmes. « Crise d'hypoglycémie », diagnostiqua-t-elle rapidement. « Lucas, prépare une solution de glucose, dosage néonatal. » Pendant les minutes critiques qui suivirent, l'équipe travailla en parfaite coordination pour stabiliser le chaton en détresse. Marie administra le glucose avec une précision mesurée, tout en surveillant les signes vitaux du petit être fragile. Progressivement, les tremblements s'apaisèrent et la respiration de souffle se régularisa bien que demeurant préoccupante. « Il va tenir cette nuit ?» demanda Pierre doucement, impressionné par le professionnalisme de ses amis. Marie soupira, remettant délicatement le chaton auprès de sa mère. Impossible à dire avec certitude. Ces problèmes sont structurels, pas juste métaboliques. Chaque heure est une victoire. Luna lécha son petit avec une tendresse poignante, comme si elle comprenait la précarité de sa situation. Les 2 autres chatons,
blotti contre son ventre, semblait relativement stable pour l'instant. Plus tard, alors que Lucas s'était assoupi sur une chaise et que Pierre examinait le collier de suivi sous différents angles, Marie se retrouva seule avec Luna éveillée. La lynx la fixait de ses yeux dorés intelligents, une connexion indéfinissable s'établissant entre elles. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves, n'est-ce pas ?» murmura Marie. « Être utilisée comme une machine à reproduire, t'échapper, parcourir tout ce chemin pour protéger tes petits. » Comme si elle comprenait, Luna émit un son doux, presque un ronronnement, qui n'était pas typique des lynx sauvages. Ce son confirma à Marie ce qu'elle soupçonnait déjà. Cette créature extraordinaire avait vécu entre deux mondes, ni totalement sauvage, ni réellement domestiquée. Marie s'approcha de la cage, s'asseyant sur le sol froid à proximité. « Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger, toi et tes petits. Personne ne vous utilisera plus jamais comme des marchandises. » Cette promesse, prononcée dans le silence de la clinique endormie, scellait un engagement qui allait bien au-delà du serment professionnel de Marie. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit marquait le début d'un combat qui la mènerait bien plus loin qu'elle n'aurait pu l'imaginer. L'aube pointait à peine lorsque Marie fut réveillée par la vibration de son téléphone. Désorientée, elle se redressa sur la chaise inconfortable où elle s'était assoupie, le cou douloureux et les membres engourdis. Pierre dormait toujours, affalé sur un petit canapé dans le coin de la pièce, tandis que Lucas avait disparu, probablement rentré chez lui aux premières lueurs du jour pour déposer les échantillons au laboratoire. Le message provenait d'Antoine. « Voiture inconnue a fait plusieurs passages devant ma propriété cette nuit. Plaques étrangères. Prudence. » Ce message laconique dissipa instantanément les dernières brumes de sommeil. Marie se leva silencieusement, vérifiant d'abord l'état de ses patients félins. Luna était éveillée, allongée sur le côté pour permettre à ses petits de téter. Tous trois semblaient avoir passé la nuit sans incident majeur, même souffle, bien que sa respiration demeurât préoccupante. Marie réveilla doucement Pierre, lui montrant le message d'Antoine. Le garde forestier fronça les sourcils, pleinement alerte malgré l'heure matinale. « Ça commence », murmura-t-il. « Il la cherche. »« Nous devons déplacer Luna et les petits », décida Marie. « La clinique est trop exposée, trop facile à surveiller. » Pierre acquiesça. « Je peux les accueillir au poste forestier. C'est isolé, sécurisé et j'ai l'équipement nécessaire pour les soins de base. » Le poste forestier, situé au cœur du parc naturel régional à une trentaine de kilomètres, offrait effectivement un refuge idéal, suffisamment isolé pour éviter les regards indiscrets, mais équipé pour héberger temporairement des animaux sauvages blessés avant leur transfert vers des centres spécialisés. « Sophie arrive dans 1 heure, » calcula Marie. « Nous préparerons tout pour un transport discret. En attendant, je vais appeler Lucas pour savoir où il en est avec les analyses. » L'appel à Lucas fut bref mais informatif. Le biologiste avait déposé les échantillons dès l'ouverture du laboratoire et avait insisté sur l'urgence des résultats. Son contact avait promis une première analyse génétique préliminaire dans la journée, avec des résultats plus détaillés sous 48 heures. « Il y a autre chose », ajouta Lucas, sa voix trahissant une préoccupation nouvelle. « Sur le chemin du laboratoire, j'ai remarqué une Audi noire avec des plaques d'immatriculation polonaise garées près de la clinique vétérinaire. 2 hommes à l'intérieur semblaient surveiller les lieux. » Marie échangea un regard inquiet avec Pierre. Les mêmes que ceux qu'Antoine a repérés, probablement. « N'engage pas le contact, » avertit Pierre. « Ces trafiquants peuvent être dangereux. Nous allons déplacer Luna et les petits ce matin même, discrètement. » Le plan fut élaboré rapidement. Sophie, arrivée peu après, fut mise au courant de la situation. Avec une efficacité née de l'habitude de gérer des urgences, l'équipe prépara le transport des félins.
Une caisse spéciale doublée de couvertures chauffantes fut préparée, avec des séparations permettant d'isoler chaque chaton tout en maintenant le contact olfactif avec leur mère. « Nous utiliserons ma camionnette de service », décida Pierre. « Elle est banale, et j'ai l'habitude de transporter des animaux sauvages. Personne ne s'étonnera de me voir le faire. » Marie hésita. « Je devrais venir avec toi. Luna me fait confiance maintenant, et les petits ont besoin d'une surveillance médicale constante. Ta disparition simultanée avec les lynx pourrait éveiller les soupçons, » objecta Pierre. « Ces gens ne sont pas stupides. » Sophie peut couvrir ma présence ici, contra Marie. Dire que je suis malade ou appeler pour une urgence ailleurs, ces chatons ne survivront pas sans soins spécialisés, surtout Souffle. La logique de cet argument était irréfutable. Finalement, ils convinrent que Marie accompagnerait Pierre au poste forestier avec les félins, tandis que Sophie maintiendrait l'apparence de normalité à la clinique, assistée par Lucas, qui reviendrait plus tard avec les premiers résultats d'analyse. Le transfert de Luna et ses petits dans la caisse de transport fut un moment délicat. À la surprise générale, la lynx se montra remarquablement coopérative, comme si elle percevait l'urgence de la situation. Elle permit à Marie de manipuler ses chatons avec une confiance qui défiait les comportements naturels des félins sauvages. « C'est fascinant », murmura Sophie en observant l'interaction. On dirait presque qu'elle comprend ce qui se passe. Marie caressa doucement la tête de Luna, un geste qu'aucun vétérinaire sensé ne tenterait avec un lynx sauvage. Je pense qu'elle a appris à distinguer les humains qui veulent l'aider de ceux qui lui veulent du mal. C'est une intelligence adaptative remarquable. Le trajet jusqu'au poste forestier se déroula sans incident, bien que Marie et Pierre demeurèrent vigilants, vérifiant régulièrement que personne ne les suivait. Marie, assise à l'arrière avec la caisse contenant les félins, surveillait constamment leurs signes vitaux, particulièrement ceux de Souffle, dont l'état semblait s'être légèrement détérioré pendant le transport. Le poste forestier, une construction robuste en bois et pierre nichée dans une clairière entourée de conifères centenaires, apparut enfin après une trentaine de minutes de route sur des chemins forestiers chaotiques. L'isolement du lieu était à la fois rassurant et intimidant, parfait pour cacher Luna et ses petits, mais potentiellement problématique en cas d'urgence médicale. Pierre avait visiblement anticipé leur arrivée. Une pièce à l'arrière du bâtiment principal avait été préparée, équipée d'un chauffage d'appoint et d'une grande cage similaire à celle utilisée à la clinique. C'est l'infirmerie de fortune que j'utilise pour les animaux blessés avant leur transfert, expliqua-t-il. Pas aussi sophistiqué que ta clinique, mais fonctionnel. Marie hocha la tête, reconnaissante. Avec des gestes mesurés par des années d'expérience, elle transféra Luna et ses petits dans leur nouvel habitat temporaire. La mère lynx explora brièvement son nouvel environnement avant de s'installer dans un coin, rassemblant ses petits contre elle avec une sollicitude touchante. Souffle, cependant, ne rejoignit pas immédiatement le groupe familial. Marie l'avait gardé dans ses mains, observant avec inquiétude sa respiration laborieuse et sa température corporelle anormalement basse. « Il ne va pas bien », murmura-t-elle à Pierre. « L'infection semble s'aggraver malgré les antibiotiques. » Pierre observa le minuscule chaton avec une expression grave. « Tu penses qu'il va… »« Je ne sais pas », admit Marie, sa voix professionnelle trahissant néanmoins une émotion contenue. Les anomalies cardiaques compliquent tout. Son petit cœur travaille déjà trop dur et l'infection ajoute une pression supplémentaire. Ils installèrent un petit incubateur improvisé avec une boîte doublée de couvertures chauffantes et un système de monitoring basique. Marie y plaça Souffle, tout en sachant que la séparation d'avec sa mère ajoutait un stress supplémentaire, mais nécessaire dans son état critique. Luna observait toute la scène avec une attention soutenue, ses yeux dorés suivant chaque mouvement de Marie. Lorsque cette dernière s'approcha de la cage après avoir installé Souffle, la lynx se leva et vint frotter sa tête contre les barreaux, émettant un son doux qui ressemblait presque à une demande.
Elle veut voir son petit, interpréta Pierre, étonné par ce comportement. Marie, suivant son instinct autant que son expérience professionnelle, approcha délicatement l'incubateur improvisé de la cage, permettant à Luna d'observer son chaton malade à travers les barreaux. La mère lynx renifla l'air, puis émit un son plaintif qui brisa le cœur des deux humains présents. « Elle comprend », murmura Marie. « Elle sait qu'il est en danger. » Leur moment d'empathie fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Marie. C'était Lucas, sa voix trahissant une excitation mêlée d'inquiétude. « J'ai les premiers résultats. Pierre avait raison. C'est bien un hybride complexe, avec du lynx roux, du lynx boréal et du caracal. Mais il y a plus inquiétant. » Marie sentit son estomac se nouer. Quoi donc? L'ADN présente des marqueurs spécifiques de manipulation génétique en laboratoire. Ce n'est pas juste de l'hybridation par reproduction sélective classique. Quelqu'un a littéralement modifié certaines séquences génétiques. Un silence stupéfait suivit cette révélation. Marie avait entendu parler de telles expériences sur des animaux de laboratoire, des souris principalement, mais jamais sur des félins sauvages. « C'est pour ça que les chatons sont malades », continua Lucas. « Les modifications génétiques ont créé des incompatibilités au niveau du développement embryonnaire. Je suis désolé, Marie, mais d'après ces résultats, leurs chances de survie à long terme sont quasi nulles. » Marie ferma brièvement les yeux, encaissant cette nouvelle. À côté d'elle, Pierre serrait les poings, son visage reflétant une colère contenue. « Ces monstres ont joué aux apprentis sorciers avec des espèces protégées, » gronda-t-il. « Pourquoi? Pour créer un animal de compagnie unique pour quelques millionnaires sans scrupules. Ou pour tester des techniques de modification génétique sans les contraintes éthiques des laboratoires officiels, suggéra Lucas à l'autre bout du fil. Ce genre de manipulation pourrait avoir des applications commerciales énormes si elle était perfectionnée. Marie reporta son regard sur Luna et ses petits, une détermination nouvelle se formant en elle. Ces gens ne les récupéreront pas. Jamais. Qu'importe le temps qu'il leur reste, ces félins vivront dans la dignité et le respect. Il y a autre chose, ajouta Lucas, sa voix devenant plus grave. Sophie vient de m'appeler. Un homme est passé à la clinique, demandant spécifiquement si vous aviez recueilli récemment des animaux sauvages inhabituels. Il prétendait travailler pour une organisation de conservation, mais n'a présenté aucune identification officielle. Pierre et Marie échangèrent un regard alarmé. « Il se rapproche », murmura le garde forestier. « Nous devons être extrêmement prudents maintenant. » Les heures qui suivirent s'écoulèrent dans une atmosphère de tension vigilante. Marie avait improvisé un espace de travail dans la pièce adjacente à celle qui abritait Luna et ses petits, convertissant une simple table en poste de soins vétérinaires. Pierre, après avoir sécurisé le périmètre du poste forestier, s'était absenté pour effectuer sa ronde quotidienne. Maintenir les apparences était crucial pour ne pas éveiller les soupçons. Marie venait de terminer l'administration d'une nouvelle dose d'antibiotiques à souffle lorsque son téléphone vibra. Un message de Sophie. L'homme est revenu avec un autre. Ils ont montré des badges d'Europol. Demandent à voir les registres d'admission des derniers jours. Que faire? L'estomac de Marie se noua. Europol, cela semblait trop officiel pour être une simple couverture de trafiquants. À moins que... Demande à voir leur badge de près, répondit-elle. Note les numéros. Dis que tu n'as pas accès au registre complet sans ma présence. Gagne du temps. Elle appela immédiatement Pierre pour l'informer de ce développement inquiétant. Europol? C'est inhabituel, confirma le garde forestier. S'ils sont légitimes, c'est peut-être bon signe. Ils pourraient enquêter sur le réseau de trafic. Ou ils pourraient être des imposteurs, objecta Marie. Des faux badges, ça s'obtient. J'ai un contact à la gendarmerie, proposa Pierre.
Je peux vérifier discrètement si une opération Europol est en cours dans la région. » En attendant d'en savoir plus, Marie retourna auprès de Luna et ses petits. Étoile et Caillou semblaient relativement stables, leurs petits corps blottis contre leur mère dans un sommeil paisible. Luna, cependant, restait vigilante, ses yeux dorés suivant chaque mouvement de Marie avec une intelligence qui dépassait celle d'un félin ordinaire. Marie s'accroupit près de la cage, observant la lynx avec un mélange d'admiration et de tristesse. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma belle ?» murmura-t-elle. « À quel point ont-ils modifié ce que tu étais censé être ?» Comme en réponse, Luna s'approcha des barreaux, reniflant l'air dans la direction de Marie. Puis, dans un geste qui défait tous les comportements attendus d'un félin sauvage, elle frotta délicatement sa tête contre la main que Marie avait posée sur la cage. Ce contact volontaire, cette manifestation de confiance de la part d'un animal qui aurait dû craindre les humains, émut profondément Marie. Une larme silencieuse coula sur sa joue, alors qu'elle réalisait pleinement l'étendue des manipulations qu'avait dû subir Luna, non seulement génétiques, mais aussi comportementales. « Ils t'ont élevé pour être docile, » comprit-elle soudain, « pour que tu acceptes leur contrôle, leurs expériences. C'est pour ça que tu es si différente. » Luna émit un son doux, presque un ronronnement, confirmant d'une certaine façon les soupçons de Marie. Ce son fut interrompu par un faible miaulement provenant de l'incubateur improvisé où reposait Souffle. Marie s'y précipita, constatant avec alarme que le petit chaton semblait en proie à une nouvelle crise. Son corps minuscule était agité de tremblements, et sa respiration, déjà laborieuse auparavant, était devenue erratique. Marie agit avec l'efficacité que confère l'expérience, administrant une solution glucosée et de l'oxygène à l'aide d'un petit masque adapté. « Accroche-toi, petit guerrier », murmura-t-elle, massant doucement le thorax du chaton pour stimuler sa respiration. « Ne renonce pas maintenant. » Les minutes qui suivirent semblèrent interminables, rythmées uniquement par les tentatives désespérées de ce petit être pour s'accrocher à la vie. Marie, malgré ses années d'expérience face à la souffrance animale, sentit son cœur se serrer douloureusement. Elle avait toujours maintenu une distance professionnelle nécessaire, mais quelque chose dans la lutte de Souffle, dans la vulnérabilité de cette créature née d'une expérimentation éthiquement condamnable, brisait ses défenses habituelles. Finalement, les tremblements s'apaisèrent et la respiration de Souffle, bien que faible, se stabilisa. Marie exhala lentement, réalisant qu'elle avait retenu son souffle pendant presque toute la crise. Luna avait observé toute la scène avec une attention soutenue, ses oreilles touffues orientées vers l'incubateur, son corps tendu dans une posture d'alerte. Lorsque Marie rapprocha l'incubateur de la cage pour permettre à la mère de voir son petit, Luna émit une série de sons doux, comme si elle essayait de communiquer avec son chaton malade. « Il est stable pour l'instant, » dit Marie, autant pour Luna que pour elle-même, mais chaque crise l'affaiblit davantage. Le retour de Pierre interrompit ce moment d'intimité interspécifique. Le garde forestier semblait préoccupé, son visage habituellement serein marqué par les lignes de l'inquiétude. « J'ai des nouvelles », annonça-t-il, refermant soigneusement la porte derrière lui. « Mon contact à la gendarmerie confirme qu'Europol mène effectivement une opération dans la région, ciblant un réseau de trafic d'animaux exotiques. Mais... » Marie attendit, sentant que la suite ne serait pas rassurante. « Mais il y a des fuites. Certains agents locaux auraient été compromis. C'est une opération à haut risque impliquant plusieurs pays. » Cette information confirmait leurs pires craintes. Si des agents des forces de l'ordre étaient impliqués dans le trafic ou le protégeaient, la situation devenait exponentiellement plus dangereuse. « Nous ne pouvons faire confiance à personne, » conclut Marie, son regard revenant vers Luna et ses petits, même pas aux autorités officielles. Pierre acquiesça gravement. « Exactement.
C'est pourquoi j'ai pris une décision. Je vais contacter directement un ami qui travaille pour une ONG internationale de protection de la faune sauvage. Ils ont l'expertise et les ressources pour gérer ce genre de situation. Ce n'est pas risqué, s'inquiéta Marie. Plus nous impliquons de personnes, plus le risque de fuite augmente. C'est un risque calculé, admit Pierre. Mais nous ne pouvons pas gérer seuls cette situation indéfiniment. Luna et ses petits ont besoin de soins spécialisés à long terme et nous devons neutraliser la menace que représentent ces trafiquants. Marie savait qu'il avait raison, même si l'idée d'élargir le cercle des personnes informées l'inquiétait. Elle vérifia une dernière fois l'état de souffle, avant d'accepter. « D'accord, contacte ton ami, mais avec la plus grande prudence. » Pendant que Pierre passait son appel dans une autre pièce, Marie reçut un nouveau message de Sophie. Ils sont partis après inspection des registres. On demandait beaucoup de détails sur tes déplacements récents. Lucas est passé, a plus d'infos sur les analyses, devrait te rejoindre bientôt. Ce message raviva l'inquiétude de Marie. Si ces hommes, qu'ils soient véritablement d'Europol ou non, s'intéressait à ses déplacements, cela signifiait qu'il la soupçonnait déjà d'être impliquée dans la disparition de Luna. Pierre revint, l'air légèrement plus serein. « C'est arrangé. Mon ami Richard travaille pour Wildlife Protection International. Il sera là demain avec une équipe spécialisée. Ils ont l'habitude de ce genre de situation et travaillent souvent en parallèle des forces de l'ordre officielles quand la corruption est suspectée. » Marie hocha la tête, reconnaissante mais toujours inquiète. Espérons que d'ici là, nos visiteurs mystérieux n'auront pas remonté notre piste. Comme pour démentir cet espoir, le téléphone de Pierre sonna. C'était Antoine, sa voix trahissant une agitation inhabituelle. « Des hommes sont venus poser des questions sur la grange », annonça-t-il sans préambule. Ils prétendent être des agents environnementaux enquêtant sur des signalements d'espèces protégées dans le secteur. Mais quelque chose ne colle pas. Ils semblaient particulièrement intéressés par ta visite, Marie. J'ai fait l'idiot, dit que je ne savais rien, mais je ne suis pas sûr qu'ils m'aient cru. Pierre et Marie échangèrent un regard alarmé. Le cercle se resserrait. « Ne retourne pas à la grange pour l'instant », conseilla Pierre. Et si ces hommes reviennent, appelle immédiatement la gendarmerie locale. « Vous pensez qu'ils pourraient être dangereux ?» demanda Antoine, sa voix trahissant une inquiétude nouvelle. Marie intervint. « Nous ne savons pas exactement à qui nous avons affaire, Antoine, mais ces gens sont impliqués dans le trafic d'animaux protégés et potentiellement dans des expériences génétiques illégales. Alors oui, par précaution, considère-les comme potentiellement dangereux. » Après avoir raccroché, Marie et Pierre restèrent silencieux un moment, mesurant l'escalade de la situation. Ce qui avait commencé comme un simple sauvetage d'animaux sauvages s'était transformé en une affaire aux ramifications internationales impliquant des organisations criminelles sophistiquées. « Nous devrions établir un tour de garde cette nuit », suggéra finalement Pierre. Je ne pense pas qu'ils puissent facilement localiser le poste forestier, mais je préfère ne prendre aucun risque. Marie acquiesça, son regard revenant inévitablement vers Souffle, dont l'état semblait s'être légèrement stabilisé après la crise. Je prendrai le premier tour. De toute façon, je dois surveiller Souffle de près. Pierre observa son ami avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tu t'es vraiment attaché à eux, n'est-ce pas? Marie ne chercha pas à nier l'évidence. C'est plus que de l'attachement, Pierre. C'est un sentiment de responsabilité. Ces créatures existent à cause de l'arrogance humaine, de notre conviction que nous pouvons manipuler la nature impunément. Elles souffrent pour nos caprices, nos expériences, notre cupidité. Quelqu'un doit se tenir à leur côté. Le garde forestier hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment qui les animait tous deux dans leurs professions respectives. Repose-toi un peu avant ton tour de garde. Je vais sécuriser le périmètre et préparer quelque chose à manger.
La nuit sera longue. La nuit tomba sur la forêt, enveloppant le poste forestier dans un silence profond, occasionnellement rompu par les bruits naturels de la faune nocturne. Marie, assise près de la cage où reposaient Luna et ses petits, consultait régulièrement les constantes de souffle installées dans son incubateur improvisé. La pénombre de la pièce, uniquement éclairée par une petite lampe de bureau, créait une atmosphère intime presque irréelle. Lucas était arrivé en début de soirée, apportant avec lui non seulement les résultats complets des analyses génétiques, mais aussi des nouvelles troublantes de la clinique. Les hommes qui se présentaient comme agents d'Europol sont revenus, avait-il expliqué, son visage habituellement placide marqué par l'inquiétude. Cette fois, ils ont exigé d'inspecter toutes les installations, y compris les zones de quarantaine. Sophie a fait preuve d'un sang-froid remarquable, invoquant des protocoles sanitaires stricts pour limiter leur accès. Ces informations n'avaient fait que renforcer la vigilance de Marie et Pierre. Si ces hommes étaient effectivement des agents légitimes, leur insistance semblait disproportionnée pour une simple enquête préliminaire, et s'ils étaient des imposteurs, les analyses génétiques, quant à elles, avaient confirmé leurs pires soupçons. Luna n'était pas simplement un hybride naturel. Son génome présentait des modifications artificielles visant apparemment à accentuer certaines caractéristiques physiques tout en atténuant les traits comportementaux agressifs typiques des félins sauvages. C'est de l'ingénierie génétique avancée, avait commenté Lucas, feuilletant les rapports détaillés. Le genre qui nécessite des équipements sophistiqués et une expertise pointue. Nous ne parlons pas d'amateurs, mais de scientifiques qualifiés travaillant délibérément en dehors du cadre légal. Cette révélation avait jeté un froid dans la pièce. L'idée que des personnes ayant prêté le serment d'Hippocrate puissent participer à de telles manipulations éthiquement condamnables était profondément troublante. Maintenant seule pendant son tour de garde, Marie réfléchissait aux implications de ces découvertes, tout en surveillant ses patients félins. Pierre s'était retiré pour quelques heures de sommeil, et Lucas était reparti pour maintenir une présence normale à la clinique, afin de ne pas éveiller davantage de soupçons. Un faible mouvement attira son attention. Luna s'était redressée dans sa cage, ses oreilles orientées vers la fenêtre, son corps tendu dans une posture d'alerte absolue. Marie se figea, tous ses sens soudain en éveil. Le comportement de la lynx indiquait clairement qu'elle avait détecté quelque chose d'anormal, quelque chose que les sens humains moins développés de Marie n'avaient pas encore perçu. Éteignant silencieusement la petite lampe, Marie se déplaça avec précaution vers la fenêtre, prenant soin de rester dans l'ombre. Au début, elle ne distingua rien d'inhabituel dans l'obscurité de la forêt. Puis, un léger reflet métallique entre les arbres, fugace, presque imperceptible, lui fit retenir son souffle. Quelqu'un observait le poste forestier. Avec des gestes mesurés par l'urgence silencieuse de la situation, Marie se glissa jusqu'à la pièce où dormait Pierre, le réveillant d'une main sur l'épaule. Le garde forestier fut instantanément alerte, année d'expérience sur le terrain oblige. « Quelqu'un dehors », chuchota Marie. Luna la sentit avant moi. Pierre acquiesça, enfilant rapidement ses bottes. « Reste avec les félins. Verrouille la porte derrière moi, j'ai mon arme de service. » Cette dernière information aurait dû rassurer Marie, mais elle ne fit qu'accentuer la gravité de la situation. Pierre, homme de paix s'il en était, n'évoquait jamais son arme réglementaire à moins d'estimer le danger réel et imminent. Après le départ du garde forestier, Marie retourna auprès de Luna, constatant que la lynx demeurait en état d'hypervigilance, ses pupilles dilatées, scrutant l'obscurité au-delà des murs. Étoile et Caillou, sentant l'anxiété de leur mère, s'étaient réveillés et émettaient de faibles miaulements inquiets. « Tout va bien », murmura Marie, autant pour eux que pour elle-même. « Pierre va s'en occuper. » Les minutes s'étirèrent interminablement. Le silence extérieur était trop parfait, trop complet, comme si la forêt elle-même retenait son souffle.
Marie vérifia son téléphone. Aucun message, aucun appel. Elle avait convenu avec Pierre qu'il la contacterait dès que possible pour la rassurer. Ce fut le craquement d'une branche à l'extérieur, juste sous la fenêtre, qui la fit sursauter. Ce bruit, trop proche pour être celui de Pierre en patrouille, déclencha une vague d'adrénaline dans tout son corps. Quelqu'un approchait du bâtiment, et ce n'était pas le garde forestier. Marie scruta rapidement la pièce, évaluant ses options. Pas d'armes, pas d'issue alternative, aucun moyen de déplacer rapidement Luna et ses petits. Sa seule option était de se barricader et d'attendre le retour de Pierre, en espérant que l'intrus ne soit qu'un randonneur égaré ou un braconnier ordinaire, pas un membre du réseau de trafiquants. Cet espoir s'évanouit quand elle entendit distinctement le bruit d'un verrou qu'on tente de forcer. L'entrée principale était visée. Saisissant son téléphone, Marie composa rapidement un message à Pierre. « Intrusion en cours. Porte principale. » Au moment où elle appuyait sur « Envoyer », un bruit de verre brisé retentit dans une autre partie du bâtiment. L'intrus, ou les intrus, cherchaient un point d'entrée alternatif. Luna émit un grondement bas, un son que Marie n'avait pas encore entendu chez elle. Ses instincts de prédateur, peut-être atténués par les manipulations génétiques mais jamais totalement supprimés, semblaient reprendre le dessus face à la menace imminente. Dans un éclair d'inspiration né du désespoir, Marie prit une décision qui allait à l'encontre de toute prudence professionnelle. Elle ouvrit la cage de Luna. « Va », chuchota-t-elle à la lynx. « Cache-toi avec tes petits, je vais les retenir. » À sa grande surprise, Luna saisit délicatement Étoile par la peau du cou, l'emportant vers un recoin obscur de la pièce, derrière une armoire métallique. Elle revint ensuite pour Caillou, le transportant avec la même délicatesse maternelle. Marie, pendant ce temps, avait saisi Souffle et son incubateur, les rejoignant dans cette cachette improvisée. Puis, refermant la cage vide pour faire croire que les félins avaient été déplacés, elle s'arma du seul objet contondant à portée de main, un extincteur accroché au mur. Le bruit de pas dans le couloir indiquait que l'intrus avait réussi à pénétrer dans le bâtiment. Marie se positionna derrière la porte, extincteur levé, prête à défendre ses protégés avec la férocité d'une mère lynx elle-même. La poignée tourna lentement, la porte s'entr'ouvrit, et Pierre apparut, le visage grave, mais indemne. « C'est moi », annonça-t-il rapidement, voyant Marie prête à frapper. « Ils sont deux. J'en ai neutralisé un, mais l'autre s'est introduit dans le bâtiment. » Marie baissa son arme improvisée, le soulagement et la tension se mélangeant dans sa voix tremblante. « Il est entré. J'ai entendu du verre brisé, puis des pas. » Pierre hocha la tête, sortant son arme de service. « Reste ici, barricade-toi. J'ai appelé des renforts, mais ils mettront au moins 20 minutes à arriver. » Avant que Marie puisse protester, il avait disparu dans le couloir, laissant la porte entr'ouverte. Elle la referma silencieusement, poussant un lourd classeur métallique pour la bloquer. Luna observait toute la scène avec une intelligence troublante, ses yeux dorés reflétant la faible lumière qui filtrait sous la porte. Ses petits, blottis contre elle dans leur cachette, semblaient comprendre instinctivement la nécessité de rester silencieux. Un bruit sourd, suivi d'un juron étouffé, rompit le silence tendu. Puis, des bruits de lutte, un objet lourd qui tombe, un cri de douleur. Marie serrait l'extincteur si fort que ses jointures en étaient blanches, priant silencieusement pour la sécurité de Pierre. Le silence revint, plus oppressant encore après le tumulte. 1 minute passa, puis 2. Marie retenait son souffle, l'oreille tendue vers le moindre son. Ce fut le cri déchirant de Souffle qui brisa ce silence insoutenable. Le petit chaton, fragilisé par sa condition, avait choisi ce moment pour faire une nouvelle crise. Son corps minuscule était agité de convulsions, ses poumons luttant désespérément pour aspirer l'oxygène vital.
Marie abandonna immédiatement sa position défensive pour se précipiter vers le chaton en détresse. Dans l'urgence médicale, le danger extérieur devint secondaire. Souffle se mourait et chaque seconde comptait. Les mains de Marie, habituellement si assurées dans les situations d'urgence, tremblaient légèrement alors qu'elle administrait une injection stabilisante au chaton. Luna observait, son corps félin tendu par l'anxiété maternelle, émettant de petits sons plaintifs qui semblaient presque humains dans leur inquiétude. « Tiens bon, petit battant », murmurait Marie, massant doucement le thorax du chaton pour stimuler sa respiration défaillante. « Ne nous quitte pas maintenant. » La porte bloquée s'ébranla soudain sous un impact violent, faisant sursauter Marie. Une voix masculine, dure et autoritaire, retentit de l'autre côté. « Nous savons que vous êtes là-dedans avec notre propriété. Ouvrez immédiatement ou nous emploierons la force. » Marie sentit son sang se glacer. Ces hommes considéraient Luna et ses petits comme leur propriété. Confirmation, s'il en fallait encore, qu'ils étaient bien les trafiquants qu'ils soupçonnaient. « Où est Pierre ?» cria-t-elle en retour, gagnant du temps, tout en continuant ses soins d'urgence sur souffle. Un rire sec lui répondit. « Votre ami garde forestier est temporairement indisposé. Maintenant soyez raisonnable, docteur Dubois. Nous voulons simplement récupérer notre investissement. Ces animaux valent une fortune et ils sont le fruit d'années de recherche. » Marie serra les dents, révoltée par ce discours qui réduisait ces créatures vivantes de simples marchandises. Sous ses doigts, elle sentit le cœur de souffle ralentir dangereusement, puis manquer un battement. « Non !» s'écria-t-elle, abandonnant toute discrétion. « Souffle reste avec moi !» Le temps semblait suspendu dans cette pièce où la vie et la mort se disputaient un minuscule chaton. Sous les doigts experts de Marie, le cœur de souffle s'était arrêté. Sans hésiter, elle entama un massage cardiaque délicatement adapté à la taille fragile de la créature, utilisant uniquement 2 doigts pour appliquer des compressions rythmées sur le petit thorax. « Reviens », murmurait-elle, le visage crispé par la concentration. « Tu es plus fort que ça, petit guerrier. » La porte trembla sous un nouvel impact, le classeur métallique glissant légèrement sur le sol. Marie l'ignora, toute son attention focalisée sur ce combat silencieux pour la vie. Luna s'était approchée, observant la scène avec une intensité troublante. Soudain, dans un geste qui défiait toute explication biologique, la lynx se pencha et lécha doucement son petit, émettant un son profond, vibrant, presque hypnotique. Ce n'était pas un comportement félin standard, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui transcendait les instincts naturels. Et sous les doigts de Marie, un miracle. Le cœur de souffle tressauta, puis reprit un rythme faible mais régulier. « Il revient », souffla-t-elle, incrédule face à cette résurrection inattendue. « Luna, ton petit revient. » La porte s'ébranla violemment, le classeur glissant davantage. Une voix froide retentit de l'autre côté. « Dernière chance, docteur. Nous prenons ce qui nous appartient, avec ou sans votre coopération. » Marie se redressa, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. Ce petit être qu'elle venait d'arracher à la mort, cette mère qui avait risqué sa vie pour protéger ses petits, il ne appartenait à personne, surtout pas à des hommes qui les considéraient comme de simples marchandises. « Ils ne sont pas votre propriété », lança-t-elle d'une voix ferme. « Ce sont des êtres vivants, pas des objets, et les renforts de la gendarmerie seront là dans quelques minutes. » Cette dernière affirmation était un bluff désespéré. Marie n'avait aucune idée si Pierre avait effectivement réussi à appeler des renforts avant d'être neutralisé, ni combien de temps il leur faudrait pour arriver dans ce poste forestier isolé. Un rire sec lui répondit « Mensonge pitoyable. Nous avons brouillé toutes les communications dans un rayon de 3 kilomètres. Personne ne viendra à votre secours. »
Cette révélation expliquait pourquoi son téléphone n'avait plus de signal. Marie sentit son estomac se nouer mais refusa de céder à la panique. À ses côtés, Luna avait repris sa posture d'alerte, le corps tendu comme un arc, prête à défendre ses petits malgré son état affaibli. Un nouveau coup ébranla la porte, le classeur glissant encore davantage. Il ne tiendrait plus longtemps. Marie balaya la pièce du regard, cherchant désespérément une issue, une arme, n'importe quoi qui pourrait les aider. Son regard s'arrêta sur les fenêtres, trop petites pour un humain adulte, mais peut-être suffisantes pour... Une idée folle germa dans son esprit. Une idée dangereuse, risquée, contre tous ses principes professionnels, mais peut-être leur seule chance. « Luna », murmura-t-elle, s'accroupissant face à la lynx. « Je ne sais pas à quel point tu comprends, mais je crois que tu es notre seule chance. » Les yeux dorés de Luna la fixaient avec une intelligence qui dépassait celle d'un simple félin. Marie pointa la fenêtre, puis la forêt au-delà. « Tu dois partir, maintenant. Emmène-toi les cailloux, sauve-les. » À sa grande stupéfaction, Luna sembla comprendre. La lynx s'approcha de la fenêtre, l'examina, puis revint vers ses petits. Avec une délicatesse maternelle, elle saisit Étoile par la peau du cou. Marie se précipita pour ouvrir la fenêtre, suffisamment large pour laisser passer un félin de la taille de Luna. La lynx bondit avec une grâce surprenante, malgré sa récente maternité, disparaissant dans l'obscurité avec son précieux fardeau. La porte trembla à nouveau, le classeur glissant presque entièrement cette fois. Marie savait qu'elle n'avait que quelques instants avant que les intrus ne pénètrent dans la pièce. Luna revint rapidement par la fenêtre, saisissant Caillou pour le mettre également en sécurité. Restait Souffle, toujours fragile dans son incubateur improvisé. Marie savait que l'exposer au froid nocturne dans son état critique équivalait pratiquement à une condamnation à mort. Mais le laisser aux mains des trafiquants. Luna était revenue, attendant son dernier petit. Leurs regards se croisèrent dans un moment de compréhension mutuelle, transcendant les barrières des espèces. « Prends soin de lui », murmura Marie, plaçant délicatement Souffle dans la gueule de sa mère. « Il est fort, plus fort que nous le pensions. » La lynx émit un son doux, presque comme une promesse, puis disparut une dernière fois par la fenêtre, emportant son enfant le plus fragile vers la sécurité relative de la forêt nocturne. À peine Luna avait-elle disparu que la porte céda enfin, le classeur renversé dans un fracas métallique. Deux hommes firent irruption dans la pièce, l'un grand et mince avec un visage anguleux et froid, l'autre plus trapu, une ecchymose fraîche ornant sa tempe, probablement courtoisie de pierre. Marie se tenait debout au centre de la pièce, vide à l'exception de la cage ouverte et de l'incubateur abandonné. « Où sont-ils » exigea l'homme grand, une fureur glaciale dans sa voix. Son accent d'Europe de l'Est était plus prononcé maintenant qu'il ne tentait plus de le dissimuler. Marie croisa les bras, une calme détermination remplaçant la peur. Partis. Retournez là où ils appartiennent, à la nature. L'homme trapu s'avança, menaçant. Tu mens. Ces spécimens ne peuvent pas survivre dans la nature. Ils ont été conçus pour la captivité. Cette confirmation de leur manipulation génétique délibérée ne fit que renforcer la résolution de Marie. Alors vous avez perdu votre investissement, n'est-ce pas? Un investissement illégal, immoral et cruel. Le visage de l'homme grand se tordit en un rictus de rage contrôlée. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Ces spécimens représentent des millions d'euros et des années de recherche. L'hybride femelle est unique, le premier prototype stable, combinant 3 espèces avec des modifications comportementales avancées. Prototype? Marie ne put masquer son dégoût. Luna est un être vivant, pas une expérience de laboratoire. Luna, l'homme émit un rire sec. Vous lui avez même donné un nom,
Comme c'est sentimental, son désignation officielle est XF7 et elle est la propriété intellectuelle de notre consortium. Marie fut frappée par la froideur clinique de ces paroles. Ces hommes ne voyaient pas des créatures vivantes, mais des produits, des actifs, des propriétés intellectuelles. « Qu'avez-vous fait de Pierre ?» demanda-t-elle, cherchant à gagner du temps tout en s'inquiétant sincèrement pour son ami. L'homme trapu sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ton ami forestier ? Il fait un petit somme dehors. Rien de permanent, sauf s'il devient nécessaire que ce le soit. » Cette menace à peine voilée fit frémir Marie, mais elle maintint son regard ferme. « Les autorités savent déjà pour votre opération. Europol enquête. » Une ombre passa sur le visage de l'homme grand. « Europol ? Impossible, nos protections sont solides. » « Pas aussi solides que vous le pensez, » bluffa Marie, notant avec satisfaction l'inquiétude fugace qui traversa le visage de l'homme. Le collier de suivi a été analysé. Les échantillons génétiques documentés. Votre consortium n'est plus anonyme. Les deux hommes échangèrent un regard rapide, mais chargé de sens. Marie comprit qu'elle avait touché un point sensible. Ces hommes craignaient l'exposition plus que l'échec de leur mission immédiate. « Fouille les lieux », ordonna l'homme grand à son complice. « Elle ment peut-être sur les animaux. Moi, je m'occupe d'elle. » Le complice disparut dans le couloir, laissant Marie seule avec l'homme qui semblait diriger l'opération. Ce dernier sortit lentement un pistolet de sa veste, le pointant négligemment dans sa direction. « Où ont-ils vraiment disparu, docteur ? Nous savons qu'ils ne peuvent pas simplement s'être évanouis dans la nature. » Marie maintint son regard, refusant de montrer sa peur malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Je vous l'ai dit, ils sont partis. Luna est plus adaptable que vous ne le pensez. » L'homme fit un pas en avant, son visage se durcissant. « Je commence à perdre patience. » Un hurlement étranglé l'interrompit, provenant du couloir où son complice avait disparu. L'homme se figea, son attention momentanément détournée. Ce fut la seule ouverture dont Marie avait besoin. D'un mouvement rapide, elle saisit l'extincteur qu'elle avait posé à ses pieds et le projeta de toutes ses forces vers son agresseur. L'homme esquiva partiellement, mais l'objet lourd le heurta à l'épaule, déséquilibrant son tir qui alla se loger dans le mur. Marie ne perdit pas une seconde. Se précipitant vers la porte, elle bouscula l'homme encore déséquilibré et s'élança dans le couloir pour s'arrêter net devant la scène qui s'y déroulait. Le complice trapu gisait au sol, inconscient, et au-dessus de lui se tenait Pierre, un filet de sang coulant de son front mais bien vivant, son arme de service pointée fermement devant lui. À ses côtés se tenait un homme que Marie n'avait jamais vu, grand, athlétique, avec l'allure inconfondable d'un agent des forces de l'ordre. « Marie, à terre !» cria Pierre. Elle plongea instinctivement au moment où l'homme au pistolet émergeait de la pièce derrière elle. 2 coups de feu retentirent presque simultanément, puis un bruit sourd, celui d'un corps qui s'effondre. Le silence qui suivit les détonations semblait presque assourdissant. Marie, le souffle coupé, resta immobile au sol pendant une fraction de seconde qui parut s'étirer indéfiniment. Puis la voix de Pierre brisa cette suspension temporelle. « Marie, ça va? Tu n'es pas blessée ?» Elle se redressa lentement, encore sous le choc, pour découvrir le trafiquant au visage anguleux effondré contre le mur, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise à hauteur de l'épaule. L'homme était conscient, son visage tordu par la douleur et la rage impuissante. « Je vais bien », articula-t-elle, son corps tremblant sous l'effet de l'adrénaline qui commençait à refluer. « Pierre, mon Dieu, j'ai cru qu'il t'avait... » Le garde forestier s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son épaule, tout en gardant son arme pointée vers le trafiquant blessé. Ils ont essayé. Heureusement que Richard est arrivé plus tôt que prévu. L'homme qui se tenait à ses côtés, celui que Marie n'avait jamais rencontré, s'avança. Grand et athlétique, avec des yeux vifs,
qui semblait tout analyser d'un seul regard. Il dégageait une aura d'autorité tranquille. Richard Moreau, Wildlife Protection International, se présenta-t-il succinctement. Pierre m'a contacté hier. J'étais déjà dans la région pour une autre affaire concernant ce même réseau. Il s'accroupit près du trafiquant blessé, vérifiant rapidement son état, tout en lui passant des menottes avec une efficacité qui suggérait une formation bien au-delà de celle d'un simple militant écologiste. La balle a traversé proprement, rien de vital touché, annonça-t-il. Il vivra pour faire face à la justice. Marie se releva complètement, son esprit professionnel reprenant le dessus malgré le traumatisme de la situation. Je devrais examiner sa blessure, stopper l'hémorragie. Richard hocha la tête, appréciant visiblement ce professionnalisme. Faites le nécessaire, docteur. Nous aurons besoin de lui en état de parler. Pendant que Marie appliquait les premiers soins aux trafiquants, utilisant les fournitures médicales qu'elle avait apportées pour soigner Luna et ses petits, Pierre expliqua rapidement comment il avait été assommé par les intrus, mais avait repris conscience à temps pour contacter Richard, qui se trouvait déjà en route vers le poste forestier. « J'avais justement appelé Pierre ce matin pour lui parler d'une opération que nous suivions, » précisa Richard. « Une filière d'Europe de l'Est spécialisée dans les hybrides génétiquement modifiés pour le marché noir. Quand il m'a parlé de votre lynx et de ses petits, j'ai compris immédiatement que nous traquions le même réseau. » Marie termina le bandage de fortune sur l'épaule du trafiquant, qui la fixait avec un mélange de haine et de dédain. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-il en anglais teinté d'accent. « Le consortium récupérera toujours ses investissements. » Richard eut un sourire froid. « Le consortium ? Vous voulez dire le groupe dirigé par le docteur Karlov. Nous avons démantelé son laboratoire principal en Pologne il y a 3 jours. C'est pour ça que vous êtes si désespéré de récupérer vos derniers spécimens viables. » Le visage du trafiquant se décomposa, confirmant involontairement les affirmations de Richard. Cette information semblait être un coup dur pour lui, bien plus douloureux que sa blessure physique. Marie se tourna vers Pierre, l'urgence revenant dans sa voix. « Luna et les petits sont dans la forêt. Je les ai fait sortir par la fenêtre quand ces hommes forcèrent la porte. Souffle est extrêmement fragile. Il ne survivra pas longtemps dehors dans son état. » Pierre acquiesça gravement. Richard a amené des renforts. Il sécurise le périmètre en ce moment même. Nous allons organiser une recherche immédiatement. « Je dois vous prévenir, » intervint Richard, son expression professionnelle masquant une préoccupation évidente. « Ce spécimen XF7, ou Luna, comme vous l'appelez, n'est pas un hybride ordinaire. D'après nos informations, elle fait partie d'un programme expérimental avancé visant à créer des félins avec des capacités cognitives augmentées. » Marie le dévisagea, stupéfaite. « Des capacités cognitives augmentées ? Vous voulez dire une intelligence accrue ?» Richard hocha sobrement la tête. Karlov est un neurobiologiste renommé qui a disparu des cercles académiques il y a 8 ans. Ses dernières recherches publiées portaient sur l'augmentation des fonctions cognitives chez les mammifères par modification génétique. Nos informateurs suggèrent qu'il a poursuivi ses travaux en clandestinité, financés par des collectionneurs privés, prêts à payer des fortunes pour des animaux de compagnie uniques. Cette révélation expliquait le comportement inhabituel de Luna, sa compréhension apparente du langage humain, sa confiance sélective. Ce n'était pas simplement le résultat d'une familiarité avec les humains, c'était littéralement inscrit dans son ADN modifié. « Mais les petits, » commença Marie, « présentent probablement des défauts génétiques parce que les modifications ne se transmettent pas correctement à la génération suivante, » compléta Richard. « C'est un problème récurrent dans ce type d'expérimentation. Les premiers spécimens peuvent être viables, mais leur descendance... » Il laissa sa phrase en suspens, mais Marie comprenait parfaitement l'implication. Les problèmes cardiaques et rénaux des chatons n'étaient pas de simples anomalies aléatoires,
mais les conséquences prévisibles d'une manipulation génétique irresponsable. Des voix et des pas à l'extérieur indiquaient l'arrivée des renforts mentionnés par Richard. 3 personnes entrèrent, 2 hommes et une femme, tous vêtus de tenues sombres fonctionnelles, avec un petit logo d'OVPI discret sur la poitrine. « Secteur sécurisé », annonça la femme, une quarantaine d'années aux traits asiatiques et à l'allure déterminée. 2 véhicules suspects neutralisés. Aucun autre suspect dans le périmètre immédiat. Richard fit un bref signe de tête. « Émilie, organise immédiatement une recherche dans la forêt. Nous avons 3 félins hybrides à localiser, une femelle adulte et 2 chatons en bonne santé relative, plus un 3e chaton en état critique. » Émilie acquiesça efficacement, sortant déjà un équipement qui ressemblait à une caméra thermique sophistiquée. « Nous utiliserons l'imagerie infrarouge. S'ils sont encore dans le périmètre, nous les trouverons. » Marie s'avança. « Je viens avec vous. Luna me connaît. Elle pourrait se montrer si elle m'entend. » Richard sembla hésiter, évaluant les risques, puis acquiesça. « D'accord, mais vous restez avec Émilie à tout moment. Ces forêts peuvent être dangereuses la nuit, surtout si d'autres membres du réseau rôdent encore dans les parages. » Pierre, qui avait remis les trafiquants sous la garde des 2 autres agents de WPI, rejoignit le groupe. « Je connais ces bois mieux que quiconque. Je guiderai l'équipe de recherche. » Les préparatifs furent rapides et efficaces. En moins de 10 minutes, 2 équipes étaient formées, l'une restant au poste forestier pour sécuriser les prisonniers et établir une base de communication, l'autre, composée de Marie, Pierre, Émilie et Richard, s'enfonçant dans la forêt nocturne à la recherche des félins disparus. L'obscurité était presque totale sous la canopée dense, uniquement brisée par les faisceaux de leurs lampes puissantes et l'écran verdâtre de la caméra thermique qu'Émilie manipulait avec expertise. Marie sentait son cœur battre douloureusement dans sa poitrine, l'inquiétude pour Souffle devenant presque physique à mesure que les minutes passaient. « Luna connaissait cette forêt ?» demanda Richard alors qu'il progressait méthodiquement, balayant chaque section du sous-bois. Marie secoua la tête. Non, elle était épuisée et malade quand Antoine l'a trouvée dans sa grange. Elle avait visiblement parcouru une longue distance avant d'arriver là. Ce qui rend son évasion encore plus remarquable, observa Richard pensivement. Un animal sauvage normal aurait cherché refuge, pas nécessairement à fuir stratégiquement avec ses petits. Pierre, qui guidait le groupe avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque arbre, chaque sentier, s'arrêta soudain, levant une main pour imposer le silence. Tous s'immobilisèrent instantanément. « Vous avez entendu ?» chuchota-t-il. Marie tendit l'oreille, mais ne perçut d'abord que les bruits habituels de la forêt nocturne, le bruissement des feuilles, le ululement distant d'un hibou, le craquement occasionnel d'une branche. Puis elle l'entendit, un miaulement faible, presque imperceptible, mais distinctif. « C'est Étoile », souffla-t-elle, reconnaissant la vocalisation particulière du chaton femelle. Par là, Émilie orienta sa caméra thermique dans la direction indiquée, scrutant l'écran avec concentration. « J'ai quelque chose, une petite signature thermique, à environ 50 mètres. » Ils avancèrent avec précaution. Marie en tête maintenant, appelant doucement. « Luna, c'est moi, Marie. Tout va bien maintenant. Vous êtes en sécurité. » Le silence répondit d'abord à son appel. Puis, émergeant lentement de l'ombre d'un grand chêne, Luna apparut, caillou fermement tenu dans sa gueule. Ses yeux dorés reflétaient la lumière des lampes, évaluant prudemment le groupe, avant de se fixer sur Marie avec ce qui semblait être du soulagement. « Elle vous reconnaît », murmura Richard, visiblement impressionné malgré son expérience. « Et elle a compris que vous veniez les aider. » Marie s'approcha lentement, s'accroupissant pour se mettre au niveau de la lynx. Où est Étoile, Luna? Et Souffle. Comme si elle comprenait parfaitement la question, Luna déposa délicatement Caillou au sol et émit un son doux.
Presque immédiatement, un mouvement dans les buissons voisins révéla Étoile, qui trottina vers sa mère avec la démarche encore maladroite d'un chaton. Mais Souffle restait introuvable. « Luna », reprit Marie, sa voix trahissant son inquiétude croissante. « Où est Souffle? Où est ton petit ?» Luna fixa Marie de ses yeux dorés, une intelligence profonde et troublante dans son regard félin. Puis, sans avertissement, elle se retourna et s'enfonça dans les sous-bois, s'arrêtant après quelques mètres pour regarder en arrière, une invitation claire à la suivre. « Elle veut nous montrer quelque chose », murmura Marie, se relevant pour emboîter le pas à la lynx. Richard fit un signe à Émilie. « Couvre nos arrières, je ne veux pas de surprise. » Ils suivirent Luna qui progressait avec une détermination évidente, s'arrêtant régulièrement pour s'assurer qu'il la suivait toujours. Caillou et Étoile restaient près de Marie, comme si les chatons avaient compris qu'elle représentait leur meilleure chance de sécurité, un comportement qui, encore une fois, défiait tout ce que Marie savait sur les félins sauvages. Après environ 200 mètres, Luna ralentit, puis s'arrêta complètement devant un vieux chêne dont les racines massives formaient une sorte d'alcôve naturelle. Elle émit un son doux, presque comme un appel. Marie s'approcha lentement, dirigeant prudemment le faisceau de sa lampe vers la cavité entre les racines. Son cœur fit un bond dans sa poitrine lorsqu'elle aperçut une petite forme tachetée, immobile, nichée dans un lit improvisé de feuilles mortes. « Souffle !» souffla-t-elle, s'agenouillant immédiatement pour examiner le chaton. À son immense soulagement, le petit félin respirait encore, mais sa respiration était faible et laborieuse. Son corps minuscule semblait avoir épuisé ses dernières réserves d'énergie. « Il est vivant », annonça-t-elle aux autres, « mais à peine. Il a besoin de soins médicaux immédiats. » Pierre s'approcha, déposant son sac à dos pour en extraire une couverture thermique d'urgence. « Utilise ça pour le maintenir au chaud pendant le transport. » Avec d'infinies précautions, Marie enveloppa Souffle dans la couverture réfléchissante, créant un cocon protecteur qui conserverait sa chaleur corporelle déjà dangereusement basse. Luna observait chaque geste avec une attention soutenue, sans manifester la moindre agressivité face à cette manipulation de son petit. Un nouveau témoignage de sa confiance envers Marie. « Je ne comprends toujours pas comment elle a survécu aussi longtemps dans la nature », commenta Richard, observant la scène avec un mélange d'admiration professionnelle et d'étonnement. Un félin ordinaire ayant passé sa vie en captivité aurait été totalement désorienté. « Ce n'est clairement pas un félin ordinaire », répondit Marie, berçant délicatement le petit Souffle contre sa poitrine. « Je pense que ces modifications génétiques dont vous parliez ont peut-être eu des effets plus profonds que prévu, pas seulement sur son intelligence, mais aussi sur ses capacités d'adaptation. » Émilie, qui surveillait les alentours avec une vigilance professionnelle, intervint. « Nous devrions retourner au poste forestier. L'équipe médicale devrait être arrivée maintenant. » En effet, Richard avait apparemment prévu l'éventualité de retrouver des animaux nécessitant des soins urgents et avait demandé le soutien d'une unité vétérinaire spécialisée de Wildlife Protection International. Le retour vers le poste forestier se fit dans une étrange procession. Marie en tête avec Souffle blotti contre elle, suivie de près par Luna portant Caillou dans sa gueule, tandis qu'Étoile trottinait à leur côté, sous la surveillance attentive de Pierre. Richard et Émilie encadrèrent le groupe, leur sens en alerte constante face à d'éventuelles menaces. À leur arrivée, ils découvrirent que le poste forestier s'était transformé en un centre d'opérations improvisé. 2 nouveaux véhicules étaient garés à côté de celui de Richard, et une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris coupés courts dirigeait l'installation d'un équipement médical spécialisé dans la pièce principale. « Docteur Claire Dumont », la présenta Richard, « notre meilleur vétérinaire spécialisé dans les félins sauvages. Claire, voici le docteur Marie Dubois,
la vétérinaire locale qui a pris soin de ces spécimens depuis leur découverte. Les deux femmes échangèrent un regard de reconnaissance professionnelle mutuelle avant que Marie ne présente immédiatement Souffle pour un examen urgent. Hybride de 3 espèces avec modifications génétiques artificielles, expliqua-t-elle succinctement. Anomalie cardiaque congénitale, infection systémique, multiples crises d'hypoglycémie. A subi un arrêt cardiaque il y a environ 2 heures, réanimé avec succès, mais extrêmement fragile. Claire hocha la tête, impressionnée par la précision clinique de ce rapport. « Posez-le ici », indiqua-t-elle, désignant une petite table d'examen chauffante déjà préparée. Pendant que Claire commençait son examen de souffle, assistée par Marie, une autre vétérinaire de l'équipe WPI s'occupait d'étoiles et cailloux, vérifiant leur constante et administrant des fluides pour contrer la déshydratation. Luna, quant à elle, avait été installée dans une cage spacieuse, mais contrairement aux attentes de tous, elle n'y restait que parce qu'elle le voulait bien. La porte avait été laissée entr'ouverte après que plusieurs tentatives de la fermer avaient déclenché une détresse visible chez la lynx. Elle s'était calmée uniquement lorsqu'on lui avait permis de maintenir un contact visuel constant avec ses petits et Marie. Son attachement à vous est remarquable, observa Richard, qui avait momentanément quitté la coordination de l'opération plus large pour observer cette interaction inhabituelle. Normalement, même les félins élevés en captivité maintiennent une certaine distance avec les humains, surtout dans des situations stressantes. Marie acquiesça, tout en aidant Claire à mettre en place une perfusion pour Souffle. C'est comme si elle comprenait exactement ce qui se passe. Elle sait que nous essayons d'aider ses petits. Claire, tout en travaillant avec une concentration intense sur le chaton critique, laissa échapper un soupir préoccupé. Ces manipulations génétiques sont une abomination éthique. Ce petit souffre de malformations multiples qui auraient dû être détectées et corrigées avant même sa conception dans un programme scientifique légitime. Le consortium ne s'embarrassait pas d'éthique, intervint Richard sombrement. D'après nos informations, Karlov et ses financiers cherchaient à créer une nouvelle génération d'animaux de compagnie designers pour une clientèle ultra fortunée. Des créatures suffisamment intelligentes pour comprendre et exécuter des ordres complexes, mais génétiquement modifiées pour rester dociles et attachées à leurs propriétaires. Marie sentit un frisson d'horreur la parcourir. Des esclaves vivants, créés en laboratoire. Exactement, confirma Richard. Et Luna, ou XF7 comme il l'appelait, représentait apparemment leur plus grand succès à ce jour. Une créature avec l'intelligence augmentée qu'il recherchait, mais qui a conservé suffisamment d'instinct sauvage pour s'échapper quand l'occasion s'est présentée. Claire, qui avait terminé l'installation du soutien médical pour Souffle, se redressa avec une expression grave. Son état est critique, mais stabilisé pour l'instant. Les prochaines heures seront déterminantes. Marie hocha la tête, puis se tourna vers Richard, une question fondamentale brûlant ses lèvres. Qu'adviendra-t-il d'eux maintenant? Luna et ses petits, je veux dire. C'était la question qui l'avait hantée depuis qu'elle avait compris la véritable nature de ces félins. Ils n'étaient ni totalement sauvages, ni réellement domestiques, des créatures uniques qui n'avaient leur place nulle part dans le monde naturel, victimes d'une arrogance scientifique qui avait joué à réécrire les lois de l'évolution. Richard passa une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait sa propre incertitude face à cette situation sans précédent. Honnêtement, nous naviguons en territoire inconnu. Wildlife Protection International dispose d'installations sécurisées où nous pourrions les accueillir, mais ce ne serait qu'une autre forme de captivité, compléta Marie, comprenant parfaitement le dilemme. Exactement. Et avec leur modification génétique, une réintroduction dans la nature est pratiquement impossible. Luna pourrait peut-être survivre,
mais elle ne trouverait jamais sa place dans un écosystème naturel. Quant aux petits, avec leurs problèmes de santé, il laissa sa phrase en suspens, mais l'implication était claire. Les chatons, surtout Souffle, auraient besoin de soins médicaux constants pour le reste de leur vie, quelle que soit sa durée. Un silence pesant s'installa dans la pièce, uniquement rompu par les bips réguliers des moniteurs médicaux connectés à Souffle. Marie regarda Luna, qui observait calmement toute la scène depuis sa cage, ses yeux intelligents semblant comprendre parfaitement la gravité des discussions qui se déroulaient. « Je pourrais les prendre », dit-elle soudainement, la décision cristallisant dans son esprit au moment même où elle prononçait ces mots. Richard la dévisagea, surpris. « Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, docteur Dubois. Ces animaux nécessiteront des soins spécialisés, une sécurité constante. Le consortium pourrait encore tenter de les récupérer, et leur statut légal est, au mieux, compliqué. »« Je suis vétérinaire, » répondit Marie avec une détermination tranquille. « J'ai les compétences nécessaires pour leurs soins médicaux. Ma propriété en périphérie du village comprend plusieurs hectares isolés. Et surtout... » Elle fit une pause, cherchant les mots justes. « Luna m'a choisi. Elle m'a fait confiance quand elle était la plus vulnérable. Je ne peux pas l'abandonner maintenant. » Claire et Richard échangèrent un regard, évaluant silencieusement cette proposition. Finalement, Claire hocha lentement la tête. D'un point de vue médical, la stabilité et la continuité des soins sont cruciales, surtout pour les petits. Si Marie est prête à assumer cette responsabilité, ce serait une solution temporaire, précisa Richard, bien que son ton suggérât qu'il était en train de céder. En attendant que nous puissions établir un protocole officiel pour des cas comme celui-ci, et nous devrions mettre en place des mesures de sécurité appropriées. Marie acquiesça, consciente de l'ampleur de l'engagement qu'elle proposait, mais certaine de sa décision. Elle s'approcha de la cage de Luna, s'accroupissant pour se mettre au niveau de la lynx. « Qu'en penses-tu » murmura-t-elle. « Voudrais-tu venir vivre avec moi, toi et tes petits ?» Comme en réponse à cette question chuchotée, Luna s'approcha des barreaux et, dans un geste qui émut profondément tous les témoins présents, frotta doucement sa tête contre la main de Marie. Ce simple contact, ce choix délibéré d'une créature qui aurait dû être dominée par ses instincts sauvages, valait toutes les réponses verbales. « Je crois que c'est un oui », murmura Claire, visiblement touchée malgré son professionnalisme habituel. Les heures qui suivirent furent consacrées à la stabilisation de l'état de Souffle, dont la fragile étincelle de vie vacillait dangereusement, s'accrochant avec une ténacité qui forçait l'admiration. Marie et Claire travaillaient en parfaite synchronisation, leur expertise combinée offrant au petit félin sa meilleure chance de survie. Richard, pendant ce temps, coordonnait l'aspect sécuritaire de l'opération plus large. Les 2 trafiquants capturés avaient été remis aux autorités, accompagnés d'un dossier minutieusement préparé par Wildlife Protection International, détaillant leurs liens avec le consortium. La collaboration entre l'ONG et Europol s'était révélée fructueuse, conduisant à des arrestations simultanées dans plusieurs pays européens. Le laboratoire principal de Karlov en Pologne a été démantelé, annonça-t-il en revenant d'un appel téléphonique prolongé. Plusieurs dizaines d'animaux génétiquement modifiés ont été saisis, principalement des félins, mais aussi quelques canidés et même des primates à des stades expérimentaux précoces. L'ampleur de cette opération clandestine dépassait leurs pires craintes, confirmant que Luna et ses petits n'étaient que la partie émergée d'un iceberg d'expérimentation éthiquement condamnable. « Et Karlov ?» demanda Pierre, qui était resté pour soutenir Marie malgré la fatigue évidente qui marquait son visage. Richard secoua la tête. Toujours en fuite. Mais son réseau s'effondre autour de lui. Ce n'est plus qu'une question de temps. L'aube pointait à l'horizon lorsque l'équipe médicale jugea enfin l'état de Souffle suffisamment stable pour envisager un transport.
La décision fut prise de transférer toute la famille féline directement chez Marie, où une équipe de WPI avait déjà commencé à installer un habitat temporaire sécurisé dans une dépendance de sa propriété. Le convoi qui quitta le poste forestier aux premières lueurs du jour présentait un dispositif de sécurité impressionnant. 2 véhicules de WPI encadrant celui de Marie, où Luna voyageait dans une cage spacieuse à l'arrière, gardant un œil vigilant sur ses 3 petits soigneusement installés dans des transporteurs médicalisés. Le trajet se déroula sans incident, Marie alternant entre la route devant elle et le rétroviseur qui lui permettait d'observer ses passagers inhabituels. Luna maintenait une attitude calme, presque méditative, comme si elle comprenait qu'ils se dirigeaient vers un nouveau chapitre de leur existence commune. La propriété de Marie, une ancienne ferme rénovée entourée de champs et bordée par une petite forêt, offrait l'isolement idéal pour ce projet sans précédent. L'équipe de WPI qui les attendait avait transformé une grange restaurée en un espace adapté aux besoins spécifiques des félins, suffisamment sécurisé pour les contenir, mais conçu pour leur offrir un environnement enrichi et stimulant. « C'est temporaire », expliqua un jeune homme qui semblait diriger l'équipe d'installation. « Nous reviendrons dans quelques jours pour construire un enclos extérieur permanent avec accès contrôlé à l'espace naturel. » Marie hocha la tête, reconnaissante pour cette assistance inattendue mais cruciale. Richard avait clairement mobilisé des ressources considérables pour assurer la transition en douceur de Luna et ses petits vers leur nouveau foyer. L'installation des félins dans leur nouvel environnement se fit avec une précaution méticuleuse. Souffle fut placé dans un espace médicalisé, équipé de moniteurs et d'oxygène d'appoint, tandis qu'Étoile et Caillou découvraient timidement les plateformes surélevées et les cachettes aménagées spécialement pour eux. Luna, libérée en dernier, inspecta minutieusement chaque recoin de l'espace avant de s'approcher de l'incubateur où reposait Souffle. Elle l'observa longuement à travers la vitre transparente, puis émit un son doux, presque comme une berceuse, qui fit monter des larmes aux yeux de Marie. « Elle comprend », murmura-t-elle à Claire qui supervisait l'installation médicale. « Elle sait qu'il est entre de bonnes mains. » Les jours qui suivirent établirent une nouvelle routine dans la vie de Marie. La clinique vétérinaire fut temporairement confiée aux soins de Sophie et de Lucas, tandis qu'elle consacrait son temps et son expertise à ses nouveaux protégés. Une équipe réduite de WPI resta sur place, assurant à la fois sécurité et assistance médicale spécialisée. Souffle, contre tous les pronostics, s'accrochait à la vie avec une détermination qui émerveillait même les vétérinaires les plus expérimentés. Ces crises se firent progressivement moins fréquentes, et bien que son état demeurât critique, une lueur d'espoir commençait à poindre. « C'est remarquable », commenta Claire une semaine après leur installation, examinant les derniers résultats d'analyse. « Ces paramètres s'améliorent lentement mais sûrement. Je n'aurais jamais cru possible qu'ils survivent aussi longtemps avec de telles anomalies cardiaques. » Marie sourit, observant Luna, qui ne quittait presque jamais le côté de l'incubateur de Souffle. « Je crois que sa mère lui transmet sa force. Cette connexion entre eux, elle défie tout ce que je pensais savoir sur les comportements félins. » Cette connexion n'était pas limitée à Luna et ses petits. Marie elle-même sentait un lien se développer avec ces créatures extraordinaires, particulièrement avec Luna. La lynx la suivait souvent du regard, semblant anticiper ses intentions et répondre à ses émotions d'une manière qui transcendait la simple familiarité. Un matin, alors que Marie effectuait ses vérifications habituelles sur Souffle, un appel de Richard apporta des nouvelles tant attendues. « Nous l'avons eu », annonça-t-il sans préambule. « Karlov a été arrêté hier soir à la frontière ukrainienne. Il tentait de fuir vers l'Est avec des données de recherche et plusieurs échantillons biologiques. » Marie sentit un poids immense se soulever de ses épaules. « Alors c'est vraiment terminé. Luna et ses petits sont définitivement en sécurité ?»
Aussi sécurisés qu'ils peuvent l'être, confirma Richard. Le réseau est démantelé, les financiers identifiés. Certains procès prendront des années, mais la menace immédiate est neutralisée. Cette assurance permit à Marie de se concentrer pleinement sur l'aspect le plus important de sa mission, non pas simplement maintenir ces créatures en vie, mais leur offrir une existence digne et enrichissante, malgré les circonstances extraordinaires de leur création. 2 mois après leur arrivée chez Marie, l'enclos extérieur promis fut achevé. Un espace soigneusement conçu d'un demi-hectare, sécurisé par des clôtures discrètes mais efficaces, recréant un environnement naturel, adapté aux besoins spécifiques de félins semi-sauvages. Luna, Étoile et Caillou y passaient désormais la majeure partie de leur journée, développant des comportements de plus en plus naturels, sous l'observation discrète mais attentive de Marie et de l'équipe réduite de WPI qui continuait à documenter ce cas unique. Souffle, contre toute attente, avait survécu. Son état demeurait fragile, nécessitant des soins quotidiens et une médication constante, mais il avait dépassé les prévisions les plus optimistes. Trop faible pour rejoindre ses frères et sœurs dans l'enclos extérieur, il occupait un espace aménagé dans la maison même de Marie, créant un lien particulièrement étroit avec celle qui était devenue, dans tous les sens du terme, sa seconde mère. Un soir d'automne, alors que Marie travaillait à son bureau, Souffle blottit sur ses genoux et le dossier d'un nouveau programme de conservation régionale ouvert devant elle, un mouvement à la fenêtre attira son attention. Luna se tenait là, de l'autre côté de la vitre, observant silencieusement cette scène domestique. Leurs regards se croisèrent dans un moment de compréhension mutuelle qui transcendait les barrières des espèces. Marie se leva doucement, Souffle toujours dans ses bras, et ouvrit la porte-fenêtre. Luna entra avec une grâce fluide, s'approchant pour renifler délicatement son petit, le plus fragile, puis frotta sa tête contre la jambe de Marie dans ce geste d'affection devenu familier. Dehors, la nuit tombait sur cette propriété devenue sanctuaire. Quelque part dans l'enclos, Étoile et Caillou jouaient probablement, développant les compétences de chasse qui faisaient partie de leur héritage génétique, même modifié. À l'intérieur, dans cette bulle de quiétude, Marie réalisait qu'elle avait trouvé sa vocation la plus profonde. Non pas simplement soigner des animaux, mais défendre ceux qui existaient dans cet espace liminal entre sauvage et domestique, victime d'une arrogance humaine qui jouait à réécrire les lois de la nature. Luna s'installa confortablement près d'elle, cette créature née d'une manipulation génétique, mais qui avait transcendé sa création pour devenir quelque chose d'entièrement nouveau, ni entièrement sauvage, ni véritablement domestique, mais profondément, indéniablement, magnifiquement vivante. « Nous trouverons notre chemin ensemble », murmura Marie, une main caressant doucement Luna tandis que l'autre berçait Souffle. « Jour après jour, nous l'inventerons. » Et comme pour confirmer cette promesse, Luna émit ce son particulier, presque un ronronnement mais plus complexe qui semblait dire « Je sais, j'ai confiance ». Au dehors, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel nocturne, témoins silencieux d'une histoire qui défiait les catégories conventionnelles, l'histoire d'une femme qui avait donné un abri à une lynx rousse femelle enceinte et qui avait trouvé dans ce simple acte de compassion le début d'une aventure qui redéfinissait les frontières entre humains et animaux, entre science et éthique, entre ce qui est créé et ce qui crée sa propre destinée.